Bien, bonjour à tous. Donc vous l'aurez compris, je suis psychologue et je m'intéresse vraiment aux jugements sociaux. Savoir quand on est dans une PME, dans une entreprise, quand on parle avec quelqu'un, qu'est-ce qui va déterminer la manière dont on est perçu et dont on va être jugé? Est-ce que c'est le contenu de notre message qui va compter? Est-ce que ce sont nos gestes, nos expressions faciales? On a en fait environ 60 ans de recherche en psychologie expérimentale qui ont essayé de répondre à cette question. Et aujourd'hui, je vais en plus souligner la différence de savoir si on est un homme ou si on est une femme. Est-ce que ça fonctionne exactement de la même manière? Pour essayer d'introduire le sujet, je vais vous donner un petit exemple. Il y a environ 1 an, j'étais tranquille chez moi un dimanche après-midi, je prenais un bain, je me relaxais, et comme toujours, quand vous êtes juste détendu, mon téléphone sonne. Je regarde par-dessus la baignoire et je vois que c'est le dirigeant d'une grande entreprise de télécom pour qui je travaillais qui apparaît sur l'écran. Alors je me dis soit il a composé un mauvais numéro, ce que j'espérais, soit il y a vraiment quelque chose de grave qui s'est passé et on a visiblement un problème avec le travail qu'on a fourni. Donc je décide un petit peu anxieux de décrocher le téléphone. Il s'excuse de me déranger un dimanche après-midi et il m'explique qu'il a vraiment un problème au niveau de la communication. Il faut absolument que je regarde une vidéo qu'ils ont faite parce que ça ne va pas du tout, il a énormément de plaintes. Donc il m'explique qu'en fait son équipe de communication lui a demandé d'augmenter sa communication vers ses équipes. Tout le temps, on vient l'embêter avec ça. Et comme il venait de recevoir d'excellents résultats financiers, il s'est dit, mais tiens, je vais faire quelque chose d'un peu à la mode, je vais faire un webcast, une petite vidéo, je vais tourner ça, je vais la poster sur l'intranet, et là, comme ça, tout le monde est content, ils auront l'information. Donc, il fait venir une équipe de tournage professionnel, caméraman, etc., cadreur, preneur de son. Ils tournent sa petite vidéo, ils écrivent très précisément le contenu avec l'équipe de communication. Ils tournent ça et ils la postent sur Internet, sur l'intranet. Le lendemain, il avait les syndicats dans son bureau qui demandaient qu'est-ce que c'était que cette vidéo, c'était inadmissible. Ils étaient sûrs qu'ils préparaient un plan de licenciement, une fusion, la vente d'une partie de l'entreprise. En plus de ça, il se retrouve avec des membres de son propre board qui viennent lui demander des comptes par rapport à ça. Donc il ne comprend absolument pas ce qui lui arrive. Il dit mais enfin, alors il revoit la vidéo avec ses collaborateurs de l'équipe de communication et il se rend compte que vraiment tout est clair, les charts, les graphiques, les chiffres sont bons. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc il me demande d'aller jeter un œil sur la vidéo au cas où je pourrais voir quelque chose. Donc je ferme ma bande dessinée, je sors de mon bain, je monte voir cette mystérieuse vidéo et après environ 1 minute, tout était relativement clair. Il avait tout à fait raison, c'était super au niveau du contenu, tout était précis, les chiffres, c'était vraiment une bonne nouvelle pour tout le monde, mais le problème, c'est que sa communication non verbale était tout à fait discordante avec le discours qu'il était en train de délivrer. Et toutes les études montrent que quand votre discours n'est pas concordant avec vos expressions faciales, eh bien, les jugements de l'audience, que vous soyez un homme ou une femme, sont négatifs, principalement en termes de confiance, de crédibilité, de leadership et de charisme. Donc, résultat des courses, on a dû refaire rapidement cette vidéo. Je lui ai montré avec un coaching quel était le problème quand il était sous stress. Vous vous imaginez, vous êtes seul devant une caméra avec une lampe éblouissante devant vous, vous transpirez, vous avez 2 techniciens qui sont concentrés sur la technique et qui ne s'occupent pas de ce que vous faites, et vous devez délivrer votre message. Dans ce cas-là, vous activez ce qu'on appelle en psychologie des mécanismes de défense. Et quand on est un homme ou quand on est une femme, on n'active pas exactement les mêmes mécanismes. Ce que je vais essayer de faire pendant environ 45 minutes, c'est essayer de vous montrer quels sont les principaux mécanismes qu'on active quand on est en situation de stress. Et quel est l'impact que ça va avoir sur l'audience quand vous essayez de rassurer, de convaincre, de séduire une personne qui est en face de vous. Alors, pour commencer un peu, pour vous donner une idée de comment on travaille en psychologie là-dessus, simplement quelques images qui vous montrent comment on fait de la recherche et comment on arrive à isoler ces résultats. Donc soit on met des gens dans des scanners, on leur présente des expressions faciales qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, et on voit ce qui se passe dans leur cerveau, quelles structures s'activent, quelles neurohormones s'activent. Soit on étudie vraiment les contractions des muscles du visage pour voir quel type de jugement, d'émotions sont perçus, quel type de jugements sont donnés. Dans un contexte nouveau, qui est celui du capitalisme d'aujourd'hui... Il n'y a pas de droit sans contrepartie de devoir. Et les dernières images illustrent des diverses conditions expérimentales. Donc ce qu'on fait, on prend des messages.
Soit je vous donne une information de quelqu'un que vous ne connaissez pas, et je vous montre sa vidéo avec le son complet, donc vous entendez ce qu'il dit, et vous le voyez, et je vous demande de remplir des jugements sociaux, une échelle de jugements sociaux en fonction de est-ce que vous le trouvez intelligent, est-ce qu'il est compétent, est-ce qu'il est crédible, une trentaine d'items en tout. Soit je vous donne uniquement l'image et vous devez faire le même type de jugement, soit je vous donne juste, non pas l'image, mais le son, ou encore le son filtré, vous entendez juste les intonations de la voix, et vous devez extraire les jugements. Et on voit ce que ça donne. Donc 50 ans de recherche avec ce type d'expérience, c'est les trois principales catégories de recherche. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert? Premièrement, qu'on ne peut pas s'empêcher de juger. Dès que vous voyez quelqu'un, dès que je suis arrivé ici, après seulement 67 millièmes de seconde, votre cerveau a commencé à faire des jugements, des inférences sur il est sympa, pas sympa, il est dominant, il est crédible, il a un certain charisme ou pas. Donc directement, votre cerveau très rapidement commence à extrapoler des dimensions et des jugements sociaux. Et ça vient de quoi? Principalement du fait qu'on est, vous le savez, principalement des primates. Et quand on était dans la jungle ou en train de se balader dans la forêt, et qu'on avait un animal qui arrivait en face de nous, on devait très très rapidement savoir si on pouvait socialiser, ou si c'était éventuellement une proie potentielle, ou si au contraire c'était un animal, un prédateur, et donc on devait pouvoir mobiliser nos muscles et notre corps rapidement pour se battre ou fuir à toutes jambes. Donc ce vieux mécanisme archaïque qu'on a, eh bien, explique le fait qu'on essaye tout de suite de classer, d'organiser notre environnement et donc de juger les personnes autour de nous. Donc on ne peut pas s'empêcher de juger. Le jugement est très rapide, je l'ai dit, 67 millièmes de seconde. Il est automatique. Vous ne pouvez pas vous empêcher de bloquer ce système, c'est impossible. Il est principalement inconscient. Quand vous regardez quelqu'un, vous n'êtes pas en train de faire une liste, donc il est plus ou moins crédible, il est intelligent, etc. Non, vous avez une impression générale. On dit parfois en français, celui-là, je ne sais pas ce que j'ai, mais je ne sais pas le sentir. On a quelque chose, une espèce de rejet automatique. On n'a pas détaillé l'ensemble, mais si je vous interroge avec des questionnaires, vous allez voir que vous allez m'extrapoler des dimensions. Et ces premières impressions ont tendance à durer dans le temps. Donc malheureusement, quand on fait une mauvaise impression, on peut changer les choses, mais c'est assez difficile. Pensez au pauvre président Hollande. Il a eu un miracle un petit peu, il peut inverser la courbe, mais ça va prendre énormément de temps. Et il faudrait qu'il change radicalement ses comportements et qu'il soit surtout conscient que quand il communique, alors qu'il essaie de rassurer et de motiver, il indique surtout du stress et de la tristesse. Donc, les jugements automatiques, inconscients, ça démarre tout de suite, on ne sait pas s'en empêcher. Vous voyez ici que, en gros, à l'inverse de ce qu'on pourrait croire, on travaille beaucoup sur la rhétorique, surtout en France, en Belgique, on pense vraiment que c'est les arguments. Quand on veut vendre quelque chose à un client, on se dit mais c'est le pitch qui compte, c'est vraiment les arguments qu'on va donner. C'est relativement faux. En fait, ce qui va vraiment faire la différence, comme vous le voyez ici, c'est les informations qui viennent des expressions faciales et du corps. Presque 10 fois plus que ce que vous dites. Et vous le voyez ici en dessous, je l'ai expliqué. Pourquoi? Parce que dès que je vois quelque chose, mon cortex visuel et tout mon système limbique s'activent très très vite, tandis que pour comprendre un message, il me faut en moyenne entre 6 et 30 secondes pour comprendre une phrase. Et vous le savez, avec certains collaborateurs, on ne comprend jamais de quoi ils nous parlent. Donc ça peut prendre encore plus de temps. Donc principalement, ce sont ces résultats-là. Ça c'est des résultats de méta-analyse, donc on reprend plein de recherches et on fait des statistiques là-dessus. C'est quand même très modifié, ces résultats, en fonction de l'intérêt que vous avez par rapport à ce qu'on vous dit. Si vous êtes très intéressé par un produit, eh bien, ce que je vais dire va compter quand même pour plus ou moins 40%, et 60%, entre guillemets, uniquement pour le non-verbal. Si vraiment votre produit, vous me parlez d'un site internet, j'en ai déjà un, vraiment, je suis très content de mon site internet, ça peut compter jusque presque 0 ou 2 ou 3% pour ce que vous dites, et 97% pour le non-verbal. Donc vous voyez que c'est vraiment écrasant, et que si on n'est pas conscient de l'image qu'on donne quand on parle au niveau non-verbal, on a très peu de chances d'arriver à vendre, motiver ou rassurer des collaborateurs. Alors, une deuxième chose tout à fait incroyable qu'on a découverte, c'est que ces jugements sociaux, ils sont largement consensuels. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne un exemple d'une expérience assez célèbre. On prend des professeurs qui viennent de différentes universités. Je prends des petites vidéos de ces professeurs pendant 10 secondes et je les présente à des auditoires d'étudiants qui ne les connaissent pas.
Donc vous voyez, admettons que vous êtes étudiant ou à des publics comme vous, et je vous présente des vidéos de professeurs. Je vous dis voilà, un professeur de l'université d'Amsterdam, je vous montre sa tête pendant 10 secondes, il est en train de donner cours, et je vous le présente sans le son. Vous regardez et je vous demande de m'évaluer son degré d'intelligence, de compétence, de crédibilité, de leadership, etc. Toujours une trentaine d'items. Quand on vous fait passer les tests, les gens ils ont vraiment l'impression de répondre au hasard. Ils disent j'en sais rien du tout, j'ai répondu comme j'ai pu, mais j'en ai aucune idée. On fait faire ça à différents groupes, on récupère toutes les copies et qu'est-ce qu'on voit? Que plus de 70% des personnes ont répondu exactement la même chose. Donc ça vous montre que dès que vous vous représentez quelque chose, vous avez plutôt intérêt à vous fier à vos premières impressions parce qu'elles sont souvent très prédictrices de la réalité. Une deuxième phase de cette expérience, on a demandé aux vrais étudiants, cette fois-ci des professeurs, qui n'étaient au courant de rien, d'évaluer les professeurs après 4 mois de cours, après un quadri. Ils ont rempli, même chose, jugement tout à fait consensuel à plus de 70% dans la salle, et pas de différence significative entre les deux groupes. C'est-à-dire que ceux qui ont vu 10 secondes sans le son, versus j'ai vu le professeur avec ses bons jours, ses mauvais jours, etc., il n'y a pas de différence significative, les jugements sont les mêmes. Donc ça souligne encore plus l'importance de savoir, mais qu'est-ce que j'en vois comme image, comment je peux être jugé, surtout en situation de stress, puisque la troisième chose qu'on a découverte, c'est qu'en situation de stress, au lieu d'avoir une communication naturelle, comme on parle avec les copains, avec la famille, avec nos proches, on déforme notre communication et on ajoute quelque chose à notre communication naturelle qui la déforme, qu'on appelle des mécanismes de défense. On en a tous, et tant qu'on ne l'a pas vu, qu'on ne s'est pas vu à travers un exercice, un coaching, etc., on ne sait pas savoir vraiment qu'est-ce que ça donne. Alors là, je ne peux pas vous filmer et vous faire passer tous un coaching, donc ce que je vais faire, c'est vous montrer vraiment les cas les plus fréquents qu'on peut observer quand on est un homme ou quand on est une femme, et voir quel type de jugement ça va donner quand vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un en face de vous. Alors on va commencer par les expressions faciales, c'est la partie la plus importante. Avant de parler des mécanismes de défense, il faut savoir qu'on a des émotions qui sont universelles. Alors, on n'est pas tout à fait encore d'accord sur le nombre d'émotions universelles. Il y en a qui prétendent 4, d'autres 7. Bon, en gros, on va dire qu'on a en tout cas 4 qui sont certaines. C'est la joie. Si vous faites ça, vous contractez le petit muscle qui entoure les yeux, vous relevez la joue en contractant le grand zygomatique, vous présentez cette image à n'importe quel être humain, de n'importe quelle appartenance ethnique, il va non seulement reconnaître que c'est une expression de joie, mais il va vous juger plus positivement, il va ressentir, grâce à des neurones miroirs, une partie de l'émotion positive. Donc on est contaminé, positivement ou négativement, par les personnes qui sont en face de nous. Donc ce type d'émotion, la joie, ok. On peut avoir la tristesse, vous reconnaissez ici, on a la paupière qui descend, on a la perte de concentration du regard, les lèvres qui tirent comme ça vers le bas, vous voyez, vous reconnaissez bien les traits fondamentaux de la tristesse. Vous voyez ça. Alors quand vous essayez de convaincre, et si c'est votre mécanisme de défense en disant voilà, j'ai des super bonnes nouvelles pour vous, et vous avez cette tête-là, vous comprenez qu'il risque d'avoir un petit problème pour atteindre l'objectif. Alors la colère, on rapproche les sourcils comme ça, les uns à côté des autres, on a le regard qui est fixe, et on a les lèvres qui deviennent beaucoup plus fines comme ça. Et enfin la peur. Vous voyez les lèvres qui se tirent comme ça vers le bas, on a vraiment un peu les yeux écarquillés, tension dans la paupière inférieure, donc voilà. Ça, ce sont les émotions dont on est sûr, elles sont universelles. N'importe quel être humain produit cette émotion, eh bien, va être reconnu et il va influencer, quelque part, la personne qui est en face de soi, va le contaminer émotionnellement. Bon, jusque-là, pas très compliqué. Maintenant, on va voir les mécanismes de défense. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter en plus de ça qui va générer des jugements spécifiques en fonction de votre sexe ? Alors, vous vous souvenez tous de Ségolène Royal en 2007. Elle était en train de réussir le pari incroyable de devenir la première femme à gagner les élections françaises. Elle était devant les sondages, on le voit un petit peu illustré ici, et elle était vraiment, tout le monde l'annonçait comme la future première présidente de la France. Vous voyez que tout se passe bien dans le graphique, elle est en
en rouge, vous voyez qu'elle talonne et puis elle dépasse fréquemment Nicolas Sarkozy. Et vous voyez qu'en janvier 2007, il y a visiblement quelque chose qui se passe, et elle commence à plonger dans les sondages. Vous voyez la ligne rouge là, qui plonge complètement dans les sondages. Elle reviendra un tout petit peu pour s'effondrer et perdre lors du dernier débat. Qu'est-ce qui a bien pu changer? C'était le même contenu, le même programme, même discours. Qu'est-ce qu'elle a bien pu changer dans sa communication qui l'a fait plonger aussi profondément, si je puis dire, dans les sondages? On va voir ensemble, je vais vous montrer quelques images du début de la campagne, au moment où elle est en train de gagner devant Nicolas Sarkozy, et puis la deuxième partie, où elle est un petit peu plus sûrement stressée, où elle essaye de se dire « il faut que je me batte, il faut que je montre que même si je suis une femme, je suis aussi combative que Nicolas Sarkozy », et on va voir qu'elle va essayer d'adopter un style inconsciemment un peu plus masculin, et on va voir l'impact que ça va avoir dans la communication. Alors, voyons ça. Ça, c'est le début de la campagne. Ceux qui se moquent de moi en disant mais je vais vers les gens parce que je n'ai pas d'idée. Vous laissez pas, Vous nous redonnez espoir à la politique. Oui, par ces hommes, parce qu'on les a assez vus. Et des vrais sourires, relèvement de sourcils, pas d'anxiété, pas de tristesse. Elle sollicite le contact social. Elle rit beaucoup. Tout autre choix, serait très risqué. Maintenant, on va essayer de comprendre ce qui se passe à la fin. Voilà les derniers débats, à partir de janvier 2007. Vous voyez comme elle devient beaucoup plus neutre. Regardez les dents du bas, la mâchoire en bas, elle montre les dents du bas. Vous voyez ici, je fais un arrêt ici. Regardez le visage beaucoup plus déterminé. Photo du dernier débat, vous voyez les dents du bas? On pourrait se dire, ouais, bon, c'est un détail. Elle est plus stressée, voilà, le visage est plus crispé, elle montre ses dents du bas. Qu'est-ce que ça peut vraiment changer? Et ça change tout. Surtout pour une femme. Parce que malheureusement, on a des réflexes primatologiques. Et je passe beaucoup de temps avec des gorilles au Rwanda à étudier les comportements des singes. Eh bien, on a vraiment, quand un mâle dominant veut dominer, il ouvre la bouche et il met la mâchoire en avant, il montre les dents du bas. Dans ce cas-là, immédiatement, tous les petits et la femelle, peur, anxiété, ils vont venir se cacher. Mais quand une femme fait ça, ça n'a pas du tout les mêmes impacts. On va voir ça ensemble. Donc vous avez ici un dos argenté et Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen est à gauche, n'est-ce pas? Alors, il ouvre la bouche et il montre les dents du bas. Directement, c'est l'autorité et la dominance. Tous les singes, les primates font ça pour marquer leur autorité et leur dominance. Vous voyez Ségolène Royal qui fait la même chose. Elle ouvre la bouche, elle montre bien ses dents du bas, elle les découvre, ce qu'elle ne fait pas naturellement. Alors analysons maintenant, qu'est-ce que ça donne comme différence? Alors imaginez, vous êtes un homme, vous montrez de l'agressivité en montrant vos dents du bas. Vous avez soit une femme devant vous, on va voir le jugement, ou un homme. Donc je suis un homme et j'ai une femme en face de moi, je fais ça, j'ai de la chance, elle va simplement me trouver dominant. Elle dit, voilà, il a la testostérone, c'est un mâle fort, je peux faire confiance, il est dominant, il n'y a pas de problème. Si je suis un homme et que je montre ça à un homme, même chose, il va me trouver dominant, soit il va s'opposer et va montrer aussi de l'agressivité, soit il va se soumettre en baissant le regard comme ça, ce que font tous les singes, et pour montrer que, ok, il n'y a pas de danger, je me soumets, et donc, affaire réglée. Le cas des femmes. Vous faites ça, vous êtes une femme, et vous avez une femme en face de vous. Qu'est-ce que ça donne au niveau des jugements? On va vous trouver agressive, voire arrogante. Le pire est à venir. Si vous avez un homme en face de vous et que vous faites ce type de comportement, non seulement il va vous trouver agressive, mais aussi incompétente et pas digne de confiance. Moralité. Quand on veut montrer dans une entreprise qu'on est aussi compétente, qu'on mérite aussi, qu'on est une femme, ce n'est pas le type de comportement à adopter. Et Dieu sait si le combat est encore dur à mener. Pour vous donner une idée, si on prend tous les parlementaires qu'on a dans le monde aujourd'hui, il n'y a que 16% de femmes dans tous les parlementaires. Dans toutes les fonctions top niveau, c'est-à-dire
les sièges dans les boards des entreprises, les CEO, etc., les vice-présidentes, ça plafonne à 13%. Donc vous voyez que la position des femmes est tout à fait déforcée, et peut-être qu'une part de l'explication vient du fait que, comme elles ne savent pas comment faire pour montrer qu'elles sont aussi dignes de confiance, aussi compétentes que les hommes, et malheureusement pour nous, toutes les études sur le leadership montrent qu'elles sont non tellement aussi compétentes, mais largement meilleures. Peut-être qu'ils ont fait des erreurs quelque part, hein, j'imagine, mais bon. Donc, on ne le voit pas. Pourquoi ? Parce que probablement, vous manifestez mal votre volonté d'être aussi compétente que les hommes. Alors, continuons. Autre mécanisme de défense, l'anxiété. Très courant, si on est mal à l'aise, on est anxieux, ça, on s'en doute bien, mais ça se manifeste comment ? Visuellement, au niveau facial, comme ceci, on fronce les sourcils. Vous voyez, simplement, vous avez les deux lignes qui viennent ici, vous faites ça, voilà, je ne suis pas sûr, pas très confiant, je vais avoir tendance à faire ça. Ok. Ça peut être pire, ça peut être anxiété plus soumission. Soumission, c'est regarder vers le bas, donc on peut regarder vers le bas et avoir les sourcils froncés. Hein, si votre patron vous demande donc tu es d'accord de travailler jusqu'à 19h maintenant tous les soirs parce que voilà, ah oui mais je dois aller chercher mes enfants à l'école, oui mais du coup je suis désolé mais il y a beaucoup de travail. Bon d'accord, voilà. Enfin, il ne faut même pas dire d'accord, il sait que c'est bon quand vous faites ça. Donc, les hommes aussi peuvent être anxieux. Un des grands problèmes de Lionel Jospin, vous voyez, en permanence, anxiété. Alors dans certains cas, l'anxiété c'est une bonne nouvelle et ça donne des résultats positifs en termes de jugements sociaux. Regardez Chirac, qui a beaucoup travaillé sa communication non verbale. C'est bien l'anxiété, vous voyez bien qu'il y a les deux lignes là, qu'il a l'air très préoccupé. Mais si vous êtes en train de parler de quelque chose, en disant « Ah, je suis vraiment... le taux de chômage, ces Français qui souffrent, ça me préoccupe. » Voilà, vous faites ça, vous dites quelque chose qui est tout à fait en concordance avec l'expression faciale, vous serez jugé comme intelligent, sincère, digne de confiance. Donc il faut vraiment, vous voyez que c'est vraiment la discordance entre l'expression faciale et le contenu du discours qui va coûter le plus cher en termes de jugements sociaux. Alors, même chose, voyons un peu les différences entre les hommes et les femmes. Je suis un homme, j'ai une femme en face de moi, je suis anxieux, j'ai plutôt de la chance, elle va plutôt être rassurante et avoir de l'empathie pour moi. Donc, si c'est une femme qui est ma supérieure, ce n'est pas vraiment un problème. Je suis un homme, je suis anxieux, j'ai un homme en face de moi, il va plutôt essayer d'avoir une approche rationnelle. Donc, essayer de trouver, ok, quel est le problème, qu'est-ce que je peux faire, bon, on va traiter ça comme ça. On va essayer de plutôt avoir une approche pas émotionnelle, on ne va pas le supporter en termes de... essayer de l'aider, on va essayer de traiter le problème de manière rationnelle. Je suis une femme, j'ai une femme en face de moi, ça dépend de la personnalité de la femme qui est en face de vous. Les études montrent que soit les femmes témoignent de l'empathie, et essaient de vous soutenir, soit en fonction de leur personnalité, elles vont être ironiques, sarcastiques, et vont plutôt essayer de vous enfoncer qu'autre chose. Et maintenant, même chose, une femme anxieuse et un homme en face de vous. Si c'est un homme, soit il va être lui-même dans un stress défensif, soit il va être carrément agressif. Et les études montrent notamment des recherches sur les comportements violents des hommes par rapport aux femmes. On se demandait, mais comment ça se fait que des hommes qui n'ont jamais été violents trouvent une partenaire féminine qui a déjà souffert plusieurs fois de violence dans ses relations précédentes ? Comment ça se fait que ce monsieur-là, qui n'avait pas a priori de comportement violent, recommence des comportements violents ? Qu'est-ce qui se passe dans leur interaction qui fait que ça ne tourne pas rond ? Il y a beaucoup de facteurs, mais un des facteurs montre que, bon, il y a une sélection un petit peu spécifique dans le choix des partenaires, mais montre qu'effectivement, quand un homme voit de l'agressivité, de l'anxiété chez la femme, ça lui génère une production de cortisol beaucoup plus importante, l'hormone du stress, et en fonction de leur personnalité, ils ont une propension à avoir des comportements plus agressifs. Donc, mesdames, puisque vous êtes plus nombreuses ici, anxiété et agressivité ne sont pas les bons comportements à adopter. Alors, un comportement qui est plus masculin, on va le voir, les femmes peuvent le faire. Si je suis pris dans une situation un petit peu désagréable,
vous m'aviez promis en tant que chef une voiture en début 2015. Alors je m'en suis déjà fait toute une joie, évidemment, j'en ai déjà parlé, je vais avoir une super voiture, etc. Je l'ai déjà choisie. Et j'arrive après mon évaluation, il me dit voilà, super évaluation Alexandre, très très bien, tu as fait une super année. Malheureusement, on a une restriction de budget, je ne peux pas te donner ta voiture cette année. Et la réponse, c'est quoi? C'est qu'en même temps, évidemment, je suis frustré, je suis déçu, mais je ne veux pas trop le montrer, donc je vais mélanger inconsciemment une sorte de sourire et une sorte d'agressivité. Ça crée le mépris. Alors voilà ce que ça donne, ce sourire-là. Et cette espèce de sourire unilatéral, et fait comme ça. Et ça, voilà, ça donne évidemment le mépris. Les femmes le font rarement. C'est plutôt masculin comme type de mécanisme de défense. Je vous donne quelques images du champion du monde hors catégorie du mépris. Vous voyez, sourire unilatéral, clac, voilà. Alors vous avez sûrement remarqué qu'il a fait son grand retour en politique. Vous l'avez peut-être vu avec Delahousse il y a quelques mois. Il a bien préparé ça. Sur le fond, le discours, ça avait été très très bien préparé par des équipes de communication. Il a fait son show. Le lendemain, tous les médias étaient unanimes. Il avait changé en pire. Et son retour ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conscient que quand il est sous stress, il adopte ce type de comportement. Je l'ai croisé, il était là pour la remise, il a été décoré de la Légion, je ne sais plus quoi, par le ministre Renders. Il a fait un speech impeccable, il n'était pas du tout stressé, il n'y avait pas vraiment de journaliste, il était tout à fait différent de sa communication. Donc on peut supposer que vraiment, au quotidien, malgré que nous on le voit toujours comme ça, il a une communication tout à fait différente quand il est dans un hors stress, dans un contexte plus naturel. Donc vous voyez qu'on peut vraiment déformer complètement sa communication sans s'en rendre compte, quand on essaye de s'adapter aux situations de stress avec les médias, avec des collègues, avec des clients. Alors, ça c'était le mépris. Alors, on peut faire autre chose pour essayer de se protéger, c'est de rien faire. Je n'exprime rien, comme ça je me dis, au fond, on ne saura pas savoir quoi je pense, on ne saura pas me juger. Alors, ça peut être parfois bien, mais ça cause quand même souvent des problèmes. Pour une femme, c'est une bonne attitude. C'est pas une personne que je préfère, mais en tout cas, ça fonctionne bien. Si vous ne faites rien et que vous êtes une femme, je ne sais pas lire les émotions. Et comme j'ai l'habitude que les femmes soient très expressives et que je puisse facilement lire leurs émotions, ça ne me met pas à l'aise quand je suis un homme. Donc je ne sais pas très bien si votre voix est bien posée, que vous parlez calmement, comme Angela Merkel par exemple, et que quand vous voulez convaincre, vous n'exprimez pas d'anxiété, pas d'agressivité, mais une certaine détermination en ne montrant pas ce que vous faites, vous allez vraiment gagner des points en termes de leadership et de charisme. Donc ça fonctionne uniquement si votre voix est bien dans le même axe que votre expression faciale. Si vous montrez de l'anxiété et beaucoup d'hésitation dans la voix, plus ça donnera l'effet inverse. Bayrou, pour illustrer ce que je viens de dire, il est toujours neutre. Normalement, quand on parle, on a toujours des relèvements de sourcils assez rapides. Vous voyez, je fais des trucs comme ça, il m'est arrivé ceci, etc. Naturellement, on a des relèvements de sourcils. La neutralité, il n'y a rien qui bouge en haut. Bayrou, je vous montre quelques images, fait ça très bien, je pense que c'est assez inconscient. Vous voyez, il raconte des choses, il n'y a rien qui bouge. Regardez les sourcils, complètement figés, on dirait qu'il est botoxé à mort. Souligné en vert pour que vous voyez bien, il n'y a rien qui bouge. Donc on ne sait pas lire l'émotion qu'il y a derrière. Est-ce qu'il est content, pas content? Il a fait la même chose, il dit voilà, je me présente à l'élection présidentielle. Et il n'y a rien qui bouge. Alors, est-ce qu'il est motivé? Est-ce qu'il est inspiré? Est-ce qu'il peut inspirer les autres? Pas du tout. Et le problème de Bayrou, c'est que dans sa voix, si vous vous rappelez comment il parle, il a énormément d'hésitation, des trucs comme ça qui font que neutralité plus hésitation, ça donne les résultats qu'il peut faire. Après, dans certains cas, quand même, le contenu en politique, ça peut aider. Il a eu une phase un peu d'ascension, mais on ne peut pas arriver aux plus hautes fonctions avec des comportements comme ça. La discordance, c'est le plus fréquent, vraiment. Je vous en ai parlé, donc c'est le fait de dire quelque chose et d'avoir des gestes qui contredisent, ou d'une voix, ou des expressions faciales qui contredisent ce que vous êtes en train de donner comme élément d'argument. Regardez cette séquence. Je vous demande d'essayer je vais vous la remontrer tout de suite,
de deviner de quoi il parle et vous essayez de me dire quel type d'émotion vous avez perçu chez Lionel Jospin. Je vous la remets. Alors, vous venez d'avoir une brève formation sur les émotions. À votre avis, quel type d'émotion il témoigne ici? Alors, il est assez neutre. Tristesse, plutôt tristesse. Anxiété, tristesse, effectivement, c'est plutôt par là. Il est préoccupé, on dirait. Hein, voilà, on se dit, bon, il a l'air... Et à votre avis, de quoi il parle? Le contenu du message, c'est quoi? C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Ok, on va voir. Le principal défaut, c'est de ne pas vous avoir encore persuadé que j'avais du charisme. Donc là, il est en train de nous convaincre qu'il est charismatique. Ah oui. Et après, il s'étonne. Il est sûrement encore en train de se demander comment ça se fait qu'il a pu perdre contre Le Pen. Il est en train de se dire qu'est-ce qui m'est arrivé. Il est sûrement pas conscient aujourd'hui de sa communication non verbale et de l'impact que ça peut avoir. On ne peut pas inspirer, motiver des gens quand, dans une situation de stress, on a ce type de répertoire comportementaux. Voilà. Ça, c'est la discordance. Alors, autre discordance, c'est la photo qu'il a essayé de censurer. Enfin, il l'a censurée, mais on l'a récupérée, évidemment. Donc, celle-là, elle est vraiment pas mal. C'est assez rare, mais on peut avoir une discordance au niveau du visage. C'est-à-dire que le bas du visage et le haut du visage sont discordants. Vous exprimez quelque chose avec le bas du visage et vous exprimez l'inverse avec le haut du visage. Si vous regardez bien, on a plutôt ici de la surprise, de l'étonnement, et on a ici un léger sourire, ce qu'on appelle un faux sourire, parce que voilà, la bouche n'est pas vraiment ouverte. On s'est amusé, on a pris cette photo et on l'a retravaillée avec un logiciel, Photoshop. On a extrait, si vous voulez, les expressions faciales, et on en a fait une espèce de petit bonhomme vert, vous savez, avec des lignes. On ne sait plus savoir qui est la personne qu'on regarde, mais on voit les expressions faciales. Et on demande à des publics qui ne connaissent pas du tout François Hollande de juger de l'intelligence et de différents critères sur les comportements de François Hollande. Eh bien, en moyenne, ils lui ont donné une intelligence d'un enfant de 7 ans. Vous voyez, ça peut coûter cher, et lui, il est parti, mais il va... Là, il a eu un sursis avec les éléments tragiques qu'on a connus en France, mais il est parti pour replonger, il a commencé la rechute, parce qu'effectivement, et il le dit lui-même, c'est intéressant, il dit par exemple, je suis tellement stressé, c'est quand même touchant, que quand il doit faire un discours à l'Élysée, et qu'il est journaliste, etc., et qu'il est à l'extérieur, il dit qu'il regarde un petit panneau, il y a un truc à vendre apparemment, et il dit je fixe ça, comme ça j'ai l'impression que je regarde tout le monde, et je ne vois pas le regard, ça me déstresse. Mais en attendant, il est tout le temps comme ça. Voilà, et ça, c'est l'anxiété, voire la tristesse. Et donc, évidemment, en tant que leader d'un groupe, d'une entreprise, d'une PME, en tant que commercial qui veut convaincre un client, si on a ce type de comportement, on ne peut pas influencer positivement, motiver les personnes qui sont en face de nous. Bon, c'était vraiment les principales, je dirais, expressions faciales qui peuvent générer des réponses négatives. Sur la voix, il y a beaucoup de choses à dire, mais là, bon, comme le temps est court, je ne vais pas vraiment passer beaucoup de temps. Sachez simplement que si votre voix est discordante, si vous avez beaucoup d'hésitation dans la voix, si vous avez des voix qui partent dans les aigus, quand on essaie de convaincre, c'est souvent ce qui se passe, même chez les hommes, on parle plus fort et on pousse la voix dans les aigus. Je vous donne comme ça comme signe de mensonge, c'est un des signes vocaux les plus associés, les plus corrélés au mensonge chez l'homme. Ça a été, tu t'es bien amusé avec tes copains hier soir? Bah oui, pourquoi tu me demandes ça? Oui, pourquoi tu me demandes ça? Je pousse la voix plus fort et je pars des aigus. Faut peut-être là vous inquiéter de savoir si j'étais vraiment en train de voir les copains hier soir. Bon. Donc souvent quand on est mal à l'aise, vocalement, on va aller dans les aigus, on va pousser la voix pour essayer de se protéger. Il y a plein de cas que je pourrais vous montrer, mais là, on n'a pas vraiment le temps. Je préfère travailler plutôt sur les gestes aujourd'hui avec vous, puisque je sais que ça c'est vraiment une espèce d'obsession de dire le non-verbal c'est les gestes. Ben, principalement non, je viens de vous le montrer, le non-verbal c'est l'expression faciale. Vous trouverez tout un ensemble de bouquins sur tel geste veut dire ça, se gratter le nez, se gratter l'oreille. Aucune étude scientifique sérieuse n'a démontré quoi que ce soit de ce genre. Donc je vais vous montrer uniquement ce qu'on a de fiable, de valide par rapport à ces recherches. Alors on a quand même 2-3 éléments intéressants. On a différents types de gestes, des gestes qui sont plutôt des mécanismes de défense comme les expressions faciales. Il y a les gestes emblèmes, des gestes stéréotypés. On va voir l'un ou l'autre geste qui sont corrélés au mensonge.
Et puis on a des gestes positifs. Les gestes positifs, c'est par exemple des gestes qui illustrent votre discours. Si je vous dis, aujourd'hui, on a vu trois choses vraiment importantes. La première, blablabla, la deuxième, la troisième. Quand je fais ça, où je vous dis, vous savez, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, je suis un peu moyen, mais j'illustre ce que je dis. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des personnes qui m'écoutent? Je les aide à visualiser l'information que je donne, et quand je les interroge, non seulement ils ont mieux mémorisé mon message, mais ils l'ont préféré à des discours qui ne possèdent pas de gestes illustratifs. Donc essayez d'illustrer, ça se fait spontanément quand on est avec des proches. Si vous essayez de reprendre votre communication naturelle, quand vous parlez avec les enfants, la famille, votre époux, votre épouse, vous allez voir que, à la rigueur, demandez qu'on vous filme, vous allez voir que vous avez tout un répertoire que vous n'utilisez plus en situation de stress. Mais bon, de manière générale, illustrez ce que vous dites. Je vous ai dit qu'on avait au moins 4 expressions faciales universelles. La joie, la peur, la colère, la tristesse. Au niveau des gestes, on n'en a pour le moment découvert qu'un. C'est celui-ci. Je peux le faire à 2 mains ou à 1 main. C'est la rassurance. Vous allez bien apprendre après cette conférence, soyez rassurés, il n'y a aucun problème avec ça, vous allez bien retenir ce qu'on a vu aujourd'hui. Si je fais ça, ou je ne le fais pas, les gens trouvent que je suis plus rassurant et un peu plus intelligent quand je fais ça que quand je ne le fais pas. Résultat, tous les politiciens font ceci, vous allez voir, vous penserez à moi en regardant la télé. Ceux qui ont appris ça, ils le font tous, et à outrance, et parfois ça devient un peu mécanique et un peu fatigant. Au niveau des gestes d'ouverture, on préfère les personnes qui font des gestes d'ouverture, notamment vers l'autre. Voilà, c'est un très bon produit, vous allez voir que si vous achetez ce service, vous serez vraiment satisfait. Je fais des gestes, comme si je tends la main à l'autre. On préfère que des personnes qui ont des gestes plutôt de repli, même si, paradoxalement à ce qu'on croit, croiser les bras, c'est pas très important. Parce que si je croise les bras, peut-être que j'ai froid, peut-être que je suis fatigué, que je suis sorti la veille, j'en sais rien, mais tant que ma voix, mes gestes, mon expression faciale fonctionnent, c'est-à-dire il n'y a pas d'anxiété, je suis souriant, les jugements seront positifs. Donc c'est vraiment plus mineur par rapport à la voix et par rapport aux expressions faciales. Bon, on va voir juste quelques exemples. Alors, les gestes emblèmes. J'ai un ami Roberto, qui est sicilien, macho au dernier degré, qui se retrouve engagé, donc il travaille dans l'économie, et il se retrouve engagé pour aller à New York donner une conférence dans un mouvement féministe. Donc avant déjà, nous on l'a chambré évidemment, parce que là c'est quand même la cerise sur le gâteau, que lui se retrouve à aller donner une conférence à un mouvement féministe, et je ne connais pas plus macho dans mon entourage. Et donc il est un peu stressé, on l'avait un peu poussé aussi, et il commence sa conférence en faisant « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il est évident que dans nos entreprises, les hommes et les femmes doivent être au même niveau. » Autant vous dire qu'il a eu beaucoup de mal à terminer sa conférence et qu'il n'a pas compris pourquoi il avait une réaction comme ça dans l'audience. Il dit « Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes? Elles le voient ou quoi que je suis... » Donc voilà, inconsciemment, vous faites un geste qui trahit vos convictions ou qui est discordant par rapport à votre discours. On retrouve ça assez fréquemment chez nous. Voilà, bon, c'est un petit peu vulgaire, je suis désolé, mais... Donc là, on a Loretta Collins qui est à bout de nerfs, elle se retrouve avec quelqu'un de l'opposition et ils s'engueulent, mais vraiment tout le débat. Et là, elle sait qu'on va clôturer le débat et elle ne peut pas passer comme ça, il faut qu'elle arrive à tempérer. Donc elle essaye de récupérer, de dire ok, on va un peu lisser les choses. Et pendant qu'elle essaye de faire ça, vous voyez, elle lui fait vraiment ce qu'on appelle un doigt d'honneur. Bon, elle s'est excusée le lendemain, mais donc inconsciemment, parfois, on fait vraiment à l'insu de son plein gré, comme dirait l'autre. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle des gestes emblèmes. Ce sont des gestes qui vont à l'encontre de nos convictions, qui nous trahissent indirectement. Alors, des gestes d'autocontact, c'est ce qu'on fait quand on veut se rassurer. Moi, quand je suis stressé, je vous confie que j'ai tendance à me frotter ici le dessus de l'épaule, l'omoplate, un peu de manière répétée. Ça, je sais pas, ça doit m'apaiser quelque part. On a tous ces petits tics comme ça. Les filles, ce sera peut-être plus jouer avec les cheveux ou se frotter là, comme ça. On se fait des caresses, quoi. Quand on se fait des caresses, on produit des endorphines, on diminue le rythme cardiaque, on diminue la pression artérielle, ça nous fait vraiment du bien. Sauf que dans les jugements sociaux, c'est pas idéal. Donc on est jugé moins compétent, moins confiant, moins digne de confiance quand on a une tendance à se caresser et se frotter comme ça un petit peu tout le temps. Donc essayez de prendre conscience de vos gestes. Vous allez voir que souvent, on a une tendance aussi à s'attacher les mains et à faire un peu la machine à laver. Voilà, un peu tourner comme ça, donc répéter des gestes. C'est ce qu'on appelle des gestes stéréotypiques.
Si vous allez dans un zoo, regardez les animaux, ils sont sous stress, leur environnement est souvent trop petit, eh bien ils vont faire des gestes, par exemple marcher jusqu'au milieu de la cage, revenir, marcher, revenir, et on se demande mais pourquoi ils vont pas jusqu'au bout, hein, voilà, on répète des gestes. Les enfants à l'école, en dessous de la table, ils vont balancer leurs jambes comme ça. On ferait mieux de les laisser faire d'ailleurs, parce que on a remarqué que ça diminue, je vous l'ai dit, le rythme cardiaque, et ils mémorisent mieux, ils sont plus attentifs quand ils balancent leurs jambes en dessous de la table. Donc si vous faites les devoirs avec les petits et qu'ils sont un petit peu excités, laissez-les s'exciter, ils vont mieux mémoriser leur matière. Mais en termes de perception et de jugements sociaux, dans les deux cas, homme ou femme, ça coûte assez cher. Alors, ce petit geste-là, ceci, c'est ce qu'on fait quand on prend un petit objet. Eh bien, on a remarqué que quand on fait ça, les gens nous trouvent plus précis. Donc même si vous ne savez rien sur le sujet, vous pensez vraiment que ça va être un bon produit pour moi, écoutez, j'en suis convaincu. Vous voyez, c'est comme si on vise dans le mille ou on prend un petit objet, eh bien je fais ce geste-là, les gens pensent que de manière générale, je suis plus précis, plus digne de confiance. Donc ça peut être utile de l'intégrer dans vos communications. Jacques Chirac, il faisait à outrance. Alors la rassurance, René Zaillant, qui illustre ça, vous voyez, un geste à une main, deux mains, etc. Il n'y a pas de problème. Là en plus, il a un geste plus dominant en bas. Voilà, vous rassurez. C'est comme si vous caressez la tête de quelqu'un, vous voyez, quand... Voilà, ça, c'est la rassurance. Les gestes d'ouverture, j'en ai parlé, voilà, on tend la main vers la personne qui est en face de soi, ou le groupe de personnes en face de soi. Donc, retenez que jusqu'ici, quand on fait un peu une synthèse, les comportements de communication, si on est assuré parce qu'on est concordant, on a un vrai sourire avec les sourcils relevés, donc pas d'anxiété, on est dominant parce qu'on parle clairement, on fait des gestes d'autorité, mais on va être jugé comme crédible, comme compétent. Quand on arrive à écouter la personne qui est en face de soi, c'est-à-dire on a des hochements de la tête, on a le regard fixe, on n'a pas le regard fouillant, etc. On démontre une certaine empathie, eh bien on va vraiment être jugé comme digne de confiance et sincère. Et si on montre de la joie, de la réceptivité, on va être jugé beaucoup plus populaire et on va être carrément aimé. C'est un peu les traits fondamentaux du charisme, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est les mêmes traits fondamentaux. Et un dernier, avant de terminer avec ça, un dernier point que j'avais mis, que je ne vous ai pas dit, c'est sur le mensonge. Il y a beaucoup de recherches scientifiques sur le mensonge, sur la détection du mensonge. J'ai fait une émission qui s'appelle Matière grise, que vous connaissez peut-être, où d'un côté, on a pris des gens de la police fédérale experts dans les polygraphes, vous savez, les détecteurs du mensonge, et on leur a mis des comédiens en face d'eux, et ils ont dû essayer de détecter ou de ne pas faire de fausses détections de mensonges. Et moi, de mon côté, je n'avais pas de polygraphe, mais j'analysais simplement les expressions faciales, les discordances, etc. Et je devais aussi donner mes résultats. On a fait quasiment ex aequo, on a fait que 13% de fausses reconnaissances. Donc dans 87% des cas, on a détecté le mensonge. J'ai fait 86 et ils ont fait 84 ou 83, je ne sais plus très bien, donc quasiment les mêmes résultats. Donc ça vous montre qu'on peut quand même bien détecter, on va avoir une forte probabilité de détecter le mensonge. Le problème, c'est que les gestes, ils sont codés culturellement. Donc, à part le geste universel que je vous ai montré, si vous êtes américain, si vous êtes africain ou français ou belge, vous n'allez pas avoir exactement... Les gestes n'auront pas la même signification. Aux États-Unis, par exemple, le geste qui est le plus corrélé au mensonge, c'est celui-ci. Vous avez peut-être vu Bill Clinton avec l'affaire Lewinsky il y a quelques années, pendant tout son procès, il est en train de faire ça. Non, je n'ai jamais couché avec Madame Lewinsky, non, je n'ai jamais eu de rapport sexuel. Alors on ne sait pas s'il a un rhume, on ne sait pas, donc c'est difficile de savoir, ça lui gratte, je ne sais pas, on ne sait pas savoir. Pour les Belges francophones et les Français, on a un geste qui marche beaucoup mieux, qui est beaucoup plus facile à détecter. Si je suis un peu mal à l'aise, on a vu que j'allais tendance à avoir des gestes vers moi, me toucher ou, vous voyez, me tripoter le visage. Mais si je suis vraiment très très mal à l'aise et que j'ai une très forte probabilité de mentir, je vais aller frotter l'arrière de ma tête, comme ça. Oui, j'étais avec le copain hier soir, on a bu 2-3 bières, c'était vraiment sympa. Non, je suis pas rentré tard. Si vous faites ça, plus la voix puissante, plus la voix aiguë, vous avez une bonne probabilité que la personne en face de vous mente. Toujours bon à savoir. Si vous regardez des matchs de foot, par exemple, vous avez
je sais pas, un tireur, un joueur qui vient tirer le penalty. Et vous avez tous les supporters qui se lèvent évidemment pour voir s'il va marquer ou pas. Alors il arrive, il tire son penalty, et s'il le rate, vous avez tous les supporters qui font oh, et ils se frottent l'arrière de la tête. Regardez bien les matchs. On a une tendance comme ça, quand on n'est vraiment pas bien frustré, à aller se frotter l'arrière de la tête. On ne sait pas pourquoi. Il y a des hypothèses qui disent que quand on est bébé, notre tête ne tient pas et notre maman vient se soutenir la tête, et donc ce serait un vieux souvenir archaïque de rassurance. D'autres disent que, évidemment, comme on a tous les nerfs qui passent là derrière, peut-être que ça fait un effet particulier. On ne sait pas. Mais en tout cas, les corrélations sont très fortes. Voilà. Alors, quelques trucs pour améliorer votre communication. Concrètement, la première chose que vous pourriez faire, c'est, vous retrouverez ça sur le site, cette petite grille, vous pourrez la télécharger. Ce sont toutes les méta-analyses des jugements sociaux qui sont possibles. Donc quand vous devez présenter quelque chose en public, quand vous devez vendre un produit, présenter votre entreprise, faire un webcast, prenez cette petite grille et demandez à un de vos collaborateurs ou 2-3 collaborateurs ou quelqu'un de la famille, si vous avez peur que les jugements soient faussés, de remplir ça. Est-ce que je suis plutôt agressif, plutôt dominant, plutôt anxieux, plutôt confiant, distant, sociable, indifférent, empathique, triste, jovial? C'est vraiment les premiers jugements que vous allez avoir. À la rigueur, l'idéal, ce serait, vous filmez, vous demandez à un copain de vous filmer avec l'iPhone, ou un téléphone, ou une caméra, ce que vous voulez, vous regardez ça sans le son, vous coupez le son, vous regardez et vous dites, ok, bon, cette fille, ce type, c'est pas moi, enfin j'essaie de me dire c'est pas moi, qu'est-ce que moi je ressens? Vous mettez vos résultats, et puis vous demandez à des proches, à un collègue, un collaborateur, de faire le même exercice et de discuter un peu avec lui. Vous allez voir que comme nos mécanismes de défense sont systématiquement les mêmes, ils sont individuels, mais on les répète à l'infini, avec un ou deux petits exercices comme ça, vous allez pouvoir déjà isoler les jugements sociaux les principaux que vous allez avoir. Donc utilisez ça, ça vous aidera déjà à savoir comment vous êtes jugé et quel type de mécanisme de défense vous utilisez individuellement. Alors, racontez des histoires. J'ai commencé par vous raconter une anecdote où j'étais dans mon bain, vous vous souvenez. Pourquoi? Parce que quand vous commencez par une anecdote, au-delà de créer le lien avec l'audience, on s'est rendu compte que quand on raconte une histoire, qu'il y a des obstacles, il y a une progression, enfin il arrive des choses, vous savez, voilà, il y avait une situation de départ, il m'est arrivé un coup de téléphone, j'ai dû faire quelque chose, et bon, une histoire bien construite, eh bien on se rend compte que ça débloque la communication naturelle. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on raconte une histoire, on ne produit plus les mécanismes de défense. On ne les produit que quand on essaie de convaincre, de rassurer ou qu'on est stressé. Mais dès qu'on passe sur un mode storytelling, eh bien, on retrouve quasiment spontanément notre communication naturelle. Donc si vous êtes stressé, que vous avez quelque chose de compliqué à faire, mais commencez par introduire une petite histoire, essayez de bien la choisir pour que ça capte quand même un peu l'attention, qu'il y ait des obstacles, une morale à la fin, etc. Verbaliser des émotions. Le plus souvent possible, essayez de donner votre sentiment par rapport à ce que vous vivez. Ou essayez de verbaliser celui de la personne en face de vous. Que ce soit des collaborateurs, un client, vous avez peut-être peur que ce produit ne réponde pas entièrement à vos attentes. Vous avez peut-être peur que ce produit ne réponde pas entièrement à vos attentes. En disant ça, vous le mettez vraiment sur un autre mode. On s'est rendu compte que les gens sont plus à l'écoute, ont plus d'empathie et sont plus prêts à faire des choses pour nous quand on verbalise des émotions que quand on n'en verbalise pas. Exemple de la vie privée, si je dis à ma femme « Oh, tu m'énerves, qu'est-ce que tu fais toujours à me prendre la tête ? Mais toi aussi, tu m'énerves, qu'est-ce que tu crois ?» Bon, voilà, on est parti pour s'engueuler. Très bien. Deuxième scénario. Écoute, ça me fait de la peine quand tu me dis ça, vraiment, ça me fait mal au cœur d'entendre des trucs pareils. Elle va pas m'engueuler. Elle va directement switcher. Que je m'énerve, elle aussi, elle s'énerve, on s'en fout, mais que je sois triste, elle va changer de répertoire. Et on va avoir ça redescend directement le niveau de la communication, ça redescend directement le niveau de tension dans la communication, que ce soit avec des collaborateurs, on peut le dire, voilà, je suis quand même triste d'entendre que tu penses que notre entreprise, blablabla, ça change le mode. Testez, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc n'ayez pas peur de verbaliser des émotions. On l'a vu pour les femmes, l'agressivité, si vous essayez de voir si vous faites ça, mais si vous ouvrez la bouche, si vous montrez les dents du bas pour essayer de montrer que vous êtes forte, aussi forte que les hommes, vous aurez les pires résultats. Donc essayez de remplacer ça par de la dominance. La dominance, on l'a vu, ça s'exprime notamment par de la neutralité faciale. Vous regardez, vous ne faites rien, vous dites voilà, je ne suis pas d'accord. Mais tu as 200 € d'augmentation brute. Oui, mais je ne suis pas d'accord.
Ah bon, mais enfin, les autres ont eu la même chose. Oui, moi je suis pas d'accord. Mais alors qu'est-ce que tu veux? Et donc voilà, on peut vraiment pousser l'autre parce qu'il ne sait pas lire la ligne si on est simplement dominante. Ma championne du monde hors catégorie, même si on pourrait se dire, mais quand même Angela, elle a quand même pas beaucoup de charisme, elle est très très forte. Elle travaille beaucoup sa communication. Elle est soit neutralité, comme je viens de le dire, avec la voix toujours bien posée, jamais vraiment d'agressivité directe. Et alors elle a tout un ensemble de techniques pour montrer sa dominance. Les femmes, malheureusement, doivent plus travailler que les hommes pour s'affirmer. Donc, par exemple, il y a ce geste-là. Chaque fois, elle met la main. Dominance, si vous faites ça. Ce que faisait Jacques Chirac avec Nicolas Sarkozy à chaque fois. Ils arrivaient à un dîner. Ils s'avançaient comme ça. Alors, il y a les chaises. Et donc, ils attendaient tous les deux pour que le premier s'asseye, pour que l'autre reste debout, pour montrer qu'il est dominant. Et alors, Chirac était bien beaucoup plus grand que Sarkozy, mettait la main avec un grand sourire sur l'épaule de Nicolas Sarkozy et il l'écrasait vraiment vers sa chaise. Et l'autre, voilà, vous êtes toujours un peu ridicule comme ça, et voilà, il souriait et il restait debout. Donc, c'est un signe de dominance. Si on vous voit, les personnes les plus grandes sont les plus intelligentes, notamment. Donc, plus vous êtes debout par rapport à quelqu'un qui est assis, par effet de comparaison, par effet contraste, vous serez jugé comme ayant plus de charisme. Alors, elle a un autre truc que j'adore. Donc l'idéal au départ, c'est d'être assez fixe. Donc vous commencez, vous êtes bien ancré dans le sol. Et elle fait ça, et elle attend, elle est souriante. Un petit sourire comme ça. Et elle attend l'invité, le ministre, le dirigeant d'État qui arrive. Et elle tend la main, comme vous voyez là. Et donc vous marchez, vous êtes un peu stressé, tout le monde vous regarde, vous êtes là comme ça, vous tendez la main. Et elle reste bien stable. Et au moment où vous tendez la main, elle tire un petit peu. Et vous retrouvez toujours un petit peu comme ça, et claque la photo. Voilà. Et donc elle est bien stable, bien ancrée, bien avec de la dominance. Et vous êtes toujours un petit peu... Si vous regardez les vidéos sur le net entre Angela Merkel et Hollande, il y a des vidéos à mourir de rire où à chaque fois elle lui dit non, là, viens ici, elle le tire, il lui est toujours comme ça, et si jamais où il doit y aller, elle le met complètement en confusion. Elle est toujours souriante, sympathique. Voilà. C'est des signes de dominance. Donc il y a moyen de voir vraiment pour les femmes tout un ensemble de répertoires comportementaux qui donnent l'autorité, la dominance et le charisme sans l'agressivité, sans l'anxiété. Donc, je reviens sur les principales composantes du charisme. Il faut être expressif. Tout ce qui est introverti, replié, on ne peut pas vraiment rassurer, convaincre, vendre si on est trop introverti. Il faut des gestes d'expressivité, des expressions faciales de joie, de sourire, de sollicitation sociale. Il faut qu'on ait une grande concordance entre les expressions faciales, la voix, les gestes et le contenu de ce qu'on dit. Et évidemment, il faut qu'on ait un rythme qui s'adapte aux situations, il faut qu'on fasse des pauses, qu'on marque vraiment, qu'on souligne les choses qu'on veut mettre en avant. Donc, c'est quelques éléments clés, mais si vous faites déjà ça, vous allez voir que votre score de popularité, de vente, de leadership va vraiment se développer. Donc en conclusion, on a vu que quand on veut convaincre, rassurer, motiver, c'est vraiment notre communication non verbale qui va faire la différence. On doit faire confiance à nos premières impressions, puisqu'on l'a vu, dans la plupart du temps, elles sont justes. Donc de grâce, si vous êtes malheureusement célibataire, divorcé, séparé, et que demain vous allez aller dans l'entreprise prendre un petit café, et que là vous rencontrez une nouvelle personne, si directement il y a quelque chose qui vous dit « je le sens pas », etc., ne trouvez pas d'éléments rationnels pour lui laisser une deuxième chance, fouillez le plus vite possible, sinon évidemment votre cerveau va trouver des bonnes raisons pour aller boire un deuxième café avec lui, et vous risquez encore de perdre quelques années de votre vie. Alors, le processus de jugement il est consensuel. Si vous avez un avis sur quelqu'un, tout le monde aura en gros la même représentation. Donc vous pouvez faire confiance à ces jugements. On a tous des mécanismes de défense spécifiques qui réduisent notre performance. Il faut essayer de les découvrir. L'idéal, c'est de travailler avec une caméra ou d'avoir un coaching un petit peu spécifique. Et donc, c'est intéressant de savoir que quand on est stressé, dans notre voix, dans nos gestes, dans nos expressions faciales, on va donner des choses particulières. Et ce sont vraiment les messages qui sont discordants, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, qui vont générer les messages et les jugements les plus négatifs par rapport à l'audience. Voilà, écoutez, ça vous a donné en une petite heure, je pense, quelques idées clés de l'importance du non-verbal dans la communication d'entreprise. J'espère que vous aurez quelques tips, trucs et astuces à travers ça. Et voilà, je reste encore ici maintenant. Si vous avez des questions, on peut après en discuter aussi à l'extérieur, si vous avez des questions spécifiques. Merci beaucoup.